Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Macron et les otages, les médias en mode sauvetage. Après la libération des otages en Afrique, plusieurs médias ont montré beaucoup de zèle à les défendre, quitte à prendre des libertés avec les faits. Européenne, la partialité médiatique ne fait pas débat. Ces derniers jours ont été riches en débats à quelques encablures des européennes. Évidemment, les médias ont défendu le camp dit progressiste. Agression d'homosexuels, LMPT ou jeunes immigrés. Selon plusieurs médias, les extra-européens ne seraient pas surreprésentés parmi les agresseurs d'homosexuels. Une position intenable. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. C'était évidemment l'actualité médiatique de la semaine passée. 2 otages français ont été libérés par les troupes d'élite des commandos marines au Burkina Faso après avoir été enlevés au Bénin. Lors de cette opération, 2 soldats des commandos Uber ont été tués. Les médias ont évidemment couvert très largement cette actualité avec des unes de plusieurs médias, comme par exemple Le Monde, Le Figaro qui a consacré rien de moins que 3 unes à cette actualité. On a également eu Ouest France, Le Journal du Dimanche, etc. Et des articles dans tous les médias, BFM, France Info, Le HuffPost, RFI, L'Express, Le Parisien, Le Courrier Picard, etc. Et les JT ont aussi fait de ce sujet leur sujet d'ouverture, avec par exemple cet extrait du JT du 20h de TF1, où la présentatrice Anne-Claire Coudray insiste sur l'émotion qu'a provoqué cette libération d'otages et la mort des 2 commandos. Les hommages spontanés aux 2 militaires français tués vendredi se multiplient. Une émotion unanime dans tout le pays, exprimée par leurs proches, mais aussi par de parfaits anonymes. Leur sacrifice pour libérer les otages a en fait renvoyé chacun d'entre nous aux valeurs défendues par la France. Puis il y a une tirade journalistique que je voulais absolument vous montrer, celle de Pascal Praud. 2 héros de notre temps, 2 hommes si discrets qui ont donné leur vie au nom de valeurs anciennes, la patrie, l'honneur, le sacrifice, dans une société qui a brûlé le monde d'hier, qui ne croit plus en ses hommes politiques, qui malmène ses forces de l'ordre, qui fustige les hommes d'église. Les militaires représentent un îlot d'admiration, de respect ou d'enthousiasme. Ils sont les derniers héros du XXIe siècle, loin des passions tristes qui gouvernent l'époque. Jean-Yves, on voit donc que c'est un événement très couvert médiatiquement et avec une insistance sur l'émotion que ça provoque. Oui, je crois parce que ce sont des hommes qui risquent leur vie. Dans une société qui est quand même touchée par le confort, essentiellement, ce sont des hommes qui risquent leur vie, et ce qui amène le respect, bien sûr. Alors, quand même, très bel éloge des valeurs guerrières de la part de Pascal Praud. C'est aussi un bel éloge de la France d'avant, et on a un peu l'impression qu'avec cette affaire du commando Uber, après l'incendie de Notre-Dame, il y a la France d'avant qui se réveille et qui ne veut pas mourir, elle, précisément. Effectivement, et alors, outre ce bel élan, cette union médiatique et populaire, il y a eu malgré tout une polémique qui est née, qui a été relayée par les médias, qui est née sur les réseaux sociaux et que certains médias, comme par exemple Midi Libre, relaient. Retour des otages après la mort de 2 militaires, la polémique enfle sur Internet, avec Libération qui titre que les ex-otages français au Bénin ont été taxés d'inconscience. En fait, les médias se font l'écho de propos de Jean-Yves Le Drian qui parle d'inconscience, tout en remettant en cause les bien-fondés de ces propos de Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian qui avait déclaré « Il faut que tous ceux qui veulent faire du tourisme s'informent. La zone était considérée depuis déjà pas mal de temps comme une zone rouge.
en parlant de risques majeurs. Et donc les médias ont relayé ces propos, mais les ont remis en cause. On le voit notamment avec Marianne. Non, les 2 otages enlevés au Bénin n'avaient pas pris de risques majeurs, en déclarant que la zone dans laquelle ils s'étaient rendus n'était passée en orange-rouge qu'en avril 2019. Et on voit que Thomas Vampouille, l'auteur de cet article, nuance un petit peu les risques pris en parlant d'une zone qui commençait à se teinter tout juste de rouge-orange. Même volonté de nuancer les propos de Jean-Yves Le Drian chez les décodeurs du Monde, pour qui il s'agit tout simplement de propos faux. La zone aurait été formellement déconseillée, mais 9 jours après l'enlèvement. Et pareil, il parle d'une zone qui serait passée en orange-rouge 1 mois seulement avant les faits. En fait, c'est complètement faux et c'est l'AFP Factuel notamment qui a relevé cette erreur. Dans cet article, français enlevé au Bénin, la zone était-elle classée rouge par le Quai d'Orsay? Les journalistes d'AFP Factuel notent que Le Monde affirme que la carte n'a été publiée qu'en avril, en rappelant que Marianne le fait également. Selon le site du ministère, la carte a été publiée au plus tard le 31 décembre 2018 et non le 7 avril, contrairement à ce qu'écrit Le Monde, ce qui change donc complètement les choses. Conséquence, les décodeurs ont été obligés de produire un rectificatif et de changer le titre, puisque initialement le titre de l'article était « La fausse affirmation de Jean-Yves Le Drian ». Donc Jean-Yves, on voit qu'il y a quand même une belle erreur des décodeurs et de Marianne. Alors, double erreur des décodeurs et de Marianne. D'abord, fausse affirmation de Le Drian, ça n'est pas vrai, puisque même à supposer que le site remonte dans sa mise à jour au 7 avril, ce qui est faux, la zone était présentée comme à éviter, sauf raison impérative, sauf alors on nous a dit ces 2 homos en voyage de noces, c'est pas vraiment une raison impérative, donc le titre du Monde était faux par rapport au contenu de l'article, et deuxièmement, l'information était fausse quant aux dates, puisque la mise à jour du site du Quai d'Orsay remontait au mois de décembre, et non pas au mois d'avril. Alors c'est quand même assez grave, parce que, bon, on peut se tromper quand on affirme quelque chose, mais quand on est dans une logique de décodage, c'est-à-dire que là, on prend la déclaration d'un ministre et on dit « Ouh, il s'est trompé ». On prend quand même un minimum de précautions. Mais les décodeurs du Monde ne prennent aucune de ces précautions. C'est pas la première fois qu'on le signale. On a d'ailleurs classé, nous, les décodeurs, les différents décodeurs. En gros, les gens de Libération, Fake News, ils sont engagés à gauche, mais ils font quand même un travail plutôt correct dans l'ensemble. AFP Factuel, c'est pas très brillant, et les décodeurs du Monde, c'est absolument le mensonge permanent. Ce qui est intéressant là, c'est qu'ils ont été décodés, si j'ose dire, non pas par Fake News de Libé, mais par AFP Factuel. Alors pourquoi ? Pourquoi AFP Factuel ? Parce que l'AFP vit quand même en étroite relation avec l'État, et notamment avec le ministère des Affaires étrangères, qui a beaucoup d'abonnements à l'AFP, qui soutient l'AFP, qui informe l'AFP, et donc je pense qu'il y a eu une pression assez forte de la part de la communication et du cabinet de Le Drian pour dire il faudrait quand même rectifier un petit peu les choses, ce qu'ils ont fait. Je crois que ce qui est grave quand même dans l'affaire, c'est de savoir que les décodeurs du Monde, qu'on prend en flagrant délit de mensonge pratiquement à chaque émission, sont officiellement chargés de vérifier les infos pour Facebook et autres, quoi. Alors quand même, ce sont les producteurs d'Infox qui sont censés corriger les infos, les fake news des autres. C'est quand même assez grave. Je crois que les décodeurs du Monde, il faudrait arrêter avec ça, quoi. Alors, autre polémique qui a touché cette affaire de libération des otages, la mort des 2 membres du commando, c'est de savoir si Macron n'en a pas trop fait, tout simplement. On voit par exemple ce tweet de Bruno Jeudi. Malaise face à l'accueil par le président de la République des otages libérés, 2 touristes imprudents qui ont provoqué par leur inconscience la mort de 2 militaires français. Alors, Jean-Yves, est-ce que cet accueil de Macron, des touristes par Macron à Villacoublay, est-ce que il en a trop fait ? Ah, c'était gênant. Enfin, il y a eu d'ailleurs beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux dès le début. C'est gênant, parce que ça donne l'impression d'une récupération politique. Bon, c'est classique, hein. Peut-être, on peut même craindre que l'action ait été décidée au moment où elle a été décidée, peut-être pour des raisons électorales, pour que M. Macron puisse se mettre en scène. Mais il aurait dû renoncer, à minima, à accueillir ces 2 otages. Il ne l'a pas fait.
Alors, il l'a fait avec un peu moins de flonflon qu'il l'aurait fait dans d'autres circonstances, mais il l'a quand même fait. Et ça a suscité des réactions, y compris, alors c'est quand même assez étonnant, de Bruno Jeudi, qui est rédacteur en chef politique de Paris Match. C'est pas n'importe quoi, c'est pas un brûlot anti-macronien. Bon, c'est un homme qui est assez prudent dans ses éditoriaux, mais qui, de temps en temps, ne peut pas s'empêcher sur les réseaux sociaux de dire au fond ce qu'il pense. C'est quand même assez préoccupant pour Macron que quelqu'un qui est un journaliste quand même assez bien établi se permette de le piquer comme il le pique. Alors, autre journaliste qui n'a pas hésité un petit peu à piquer Macron, eh bien c'est Jean-Dominique Merchet qui, dans l'émission C'est dans l'air présentée par Caroline Roux, eh bien, a fustigé le président de la République. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes parce que le message qu'on envoie à nos ennemis, à ceux qui nous attaquent, à nos ennemis, c'est « Regardez comme ce que vous faites nous touche ». Ils n'en ont pas besoin, les soldats ? Je ne pense pas. Je pense que ceux qui en ont besoin, ce sont les politiques. Toujours Jean-Dominique Merchet, cette fois dans l'opinion, le journaliste écrit « Invalide la marche solitaire du président Macron » et il revient sur cette cérémonie d'hommage national qui a été marquée par un moment très inhabituel, selon lui, qui a surpris de nombreux militaires présents. Le chef de l'État a passé en revue les troupes, mais à la demande de l'Élysée, il l'a fait seul, alors que théoriquement, le protocole militaire commande qu'il soit encadré par plusieurs hauts gradés. Donc Emmanuel Macron a sans doute voulu rejouer sa marche solitaire du Louvre, note le journaliste. Avant de conclure, cette attitude jupitérienne a été diversement appréciée par les militaires présents. Donc Jean-Yves, on voit que Jean-Dominique Merchet, il en veut un petit peu à Macron quand même. Alors Jean-Dominique Merchet, c'est un ancien journaliste de Libération, qui est maintenant journaliste à l'Opinion, mais qui est surtout, de fait, le porte-parole officieux de l'état-major militaire. C'est-à-dire que Merchet dit tout haut ce que les militaires, la grande muette, disent tout bas ou hésitent même à dire tout bas. Donc ça veut dire que là, c'est un nouveau sujet de contentieux entre Macron et l'armée. Le premier sujet avait été la révocation spectaculaire du général de Villiers, et là, c'est un autre sujet. Merchet, c'est l'état-major. Et est-ce qu'on peut dire, au regard de toutes ces polémiques, que finalement, Emmanuel Macron a voulu faire une récupération politicienne de ces événements, si on regarde tout, l'accueil des otages, etc. Est-ce que ça peut être une chose ? En tout cas, certains journalistes semblent le penser. C'est une hypothèse plus que sérieuse. Alors, il y a deux choses. Il y a la récupération politicienne à quelques semaines des élections européennes. Et puis, il y a tout simplement, indépendamment même de tout intérêt électoral, l'hyper-narcissisme de Macron, quoi. Quand il marche tout seul... il marche tout seul alors que le code de courtoisie, le code protocolaire, c'est de marcher avec les chefs des unités, des hommes qui sont tombés. C'est du narcissisme indécent par certains côtés. Passons au zapping. Ce cadeau SOS Méditerranée pour BFM Télé, la neutralité en marche. Voilà. Ce qui me gêne en revanche, c'est que quand on veut parler des traites négrières, on ne parle que de la traite atlantique. Or, quand on connaît bien l'histoire de l'Afrique, et en particulier de l'Afrique précoloniale, on doit savoir que l'Afrique, au XVIe siècle, lorsque les marchands, les négriers européens arrivent, l'Afrique est déjà complètement dévastée. L'Afrique intérieure est complètement dévastée déjà par les traites arabes qui, depuis le 7e siècle, a complètement fait imploser les sociétés africaines. Je suis d'accord. La traite musulmane a commencé plus tôt que la traite occidentale. Et elle n'a pas été elle a duré plus longtemps. Ouais, et elle n'a pas été abolie, contrairement à la traite tous les Arabes étaient musulmans. Et elle a continué beaucoup plus tard. C'est-à-dire les abolitions dans les pays musulmans ont eu lieu dans les années 1920-30. Donc même ça a duré plus longtemps. Et il y en a encore même plus tard. Salut les Blancs. Désolé, je suis désolé. Excusez-moi. Non, parce que en fait, j'ai un rôle à tenir dans cette soirée. On m'a dit, Farid, il faut que quelqu'un leur dise, c'est trop blanc. Je n'adhère pas au Rassemblement national,
Ça me paraît plutôt normal, puisque ce n'est pas ma famille d'origine à la base. Mais je crois que le contexte politique actuel nécessite un barrage à la politique d'Emmanuel Macron. Et le mieux placé, celui qui parle de relocalisation, de souverainisme, de combat social, aujourd'hui, la mieux à même de faire barrage à Emmanuel Macron, c'est la liste de M. Bardella. Pardon, Madame Elkrief, mais si Emmanuel Macron est en tête, il va accélérer ses réformes antisociales. Par exemple, sur les migrants, qu'est-ce que vous dites? Sur l'immigration, Jean-Luc Mélenchon a un bon constat. Je suis bien placé pour en parler. Il a dit que l'immigration était une souffrance. Sauf que personne dans la France insoumise a fini la phrase en disant « puisque c'est une souffrance, il faut l'abréger ». Je préfère que les gens vivent dignement, fièrement, chez eux, sans qu'ils aient à risquer leur vie. Vous êtes rendu à Tallinn, c'est en Estonie. Comme le rappelle Nathalie Loiseau, c'est ce qu'elle dit dans une interview aujourd'hui accordée au journal Le Monde. Elle dit « Le ministre de l'Intérieur, dont vous voulez faire votre allié, dit « Black must go back » ou qu'une femme qui n'a pas d'enfant à 27 ans est un déchet. Les mots sont compliqués à assumer pour vous. Comment est-ce que... Madame Nathalie Loiseau dit n'importe quoi. Vous avez vérifié cette information? Je l'ai cité, Nathalie Loiseau. Voilà. Une photo avec un militant de ce parti-là qui faisait un signe des suprémacistes blancs. Mais madame, non. Enfin, écoutez, c'est le signe des plongeurs internationaux qui veut dire « OK, tout va bien ». Mais non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est ridicule. Pourquoi vous l'avez fait effacer de votre compte Facebook, alors, cette photo? Mais ce n'était pas sur mon compte Facebook, madame. Ça veut leur... Si quelqu'un a le droit de parler au nom de Simone Veil, c'est moi et personne d'autre. Je pense que maman aurait effectivement suivi les recommandations et apporté son soutien au président Emmanuel Macron. Pourquoi vous êtes là? Pour soutenir Nathalie Loiseau? Moi, pas forcément. J'ai participé à la campagne activement et je viens un peu demander des comptes. Et Nathalie Loiseau, vous la trouvez comment? Si je vous demande un mot pour désigner la campagne. Lente, nulle, Renaissance plat. Elle fait une bonne campagne, là, vous trouvez? Non. Non? Pourquoi non? Parce que ça démarre pas, cette campagne, tout le monde s'en fout. Et voilà, notre candidat aussi, Bilal Hassani, sur place, en magnifique tenue, vous allez voir, c'est très beau. Et Bilal, qui pouvait avoir le sourire hier soir. Jackpot, regardez, c'est à droite. Ah, super. 3e, il est arrivé 3e pour les parieurs. Il y a déjà quand même une polémique autour d'Alain Delon qui doit recevoir une palme d'honneur. Effectivement, puisqu'une association américaine qui s'appelle Women and Hollywood s'est plongée dans le passé d'Alain Delon. C'est ça, Candice? C'est exactement ça. Il s'agit d'une pétition en ligne qui réunit aujourd'hui plus de 17 000 signataires qui reprochent en fait à Alain Delon ses propos controversés contre l'adoption pour des couples homosexuels notamment, ses affinités politiques avec l'extrême droite aussi et puis son attitude assumée de macho. Parce que j'ai le courage de leur dire « oui, je vous emmerde bon. ». C'est fabuleux. Personne n'ose dire ça. Alors, ce que je voulais savoir... Alors, comme ils n'ont rien d'autre que cette espèce de journal que je considère à une bassine ou à un crachoir pour se déverser, pour cracher leur venin de petits, de médiocres, de sans grade, d'absents, d'inutiles, de zéro, de ratés, de manqués. Bon, je vais commenter Zapping. En commentant Zapping, je vais vous parler pas mal de Laurent Geoffrin, le patron de Libération, parce que je trouve que son attitude est assez intéressante d'une évolution d'une certaine opinion médiatique. Alors d'abord, Alain Delon, qui va être salué à Cannes, il y a eu une campagne sur le thème, oui, mais c'est un vilain machiste, il a eu des idées très mauvaises, etc. Bon, et... il y a quand même une limite à cette opération de diabolisation quand même d'un des plus grands acteurs français du XXe siècle, y compris chez Geoffrin qui dit bon, on ne peut pas passer son temps à faire de la chasse aux sorcières avec tout le monde. Donc c'est assez intéressant. Geoffrin, Libération, même, qui condamne la chasse aux sorcières, il risque de finir au chômage. Hein. Enfin bon, c'est comme ça. Ensuite, on a... une belle interview, un bel entretien de Coterax, ce conseiller régional de la France Insoumise qui annonce qu'il va voter Bardella et qui a une très belle formule, je trouve. Mélenchon a dit l'immigration est une souffrance. Eh bien, si c'est une souffrance, il faut abréger la souffrance. C'est assez cohérent.
Et là aussi, Geoffrin dit, ah bah oui, quand même, il faut s'interroger, il y a un problème avec le populisme de gauche. Il reprend presque l'argument d'Élément sur la fin de la revue Élément, il y a quelques nuances bien sûr, sur la fin du populisme de gauche. Et puis, alors on a cette séquence tout à fait étonnante à propos de la journée sur commémoration d'esclavage, où deux intervenants nous disent, bah oui, mais attention, l'esclavage, la traite africaine, elle a commencé avant les Européens. Quand il y a eu une traite occidentale, c'est les Africains qui livraient les esclaves aux Européens, et la traite a continué après que les Européens l'aient abolie. Donc, ce qui est la vérité historique, mais qu'on n'est pas tellement habitué à entendre. Et là, c'est assez intéressant de voir que les deux personnes qui en parlent, c'est une enseignante qui est passée par la LICRA. Alors, tout va bien. Et c'est Geoffrin, toujours Geoffrin, qui nous dit, bah oui, mais c'est vrai... une prise de conscience. Prise de conscience, quand même, prise de la réalité. Alors, il faudrait qu'on arrête de nous culpabiliser une bonne fois pour toutes pour cette affaire d'esclavage. Alors, il y en a une, par contre, qui ne s'améliore pas du tout, c'est Caroline Roux. Caroline Roux, qui est prise en flagrant délit. Alors, c'est de l'hyper-macronisme, puisqu'on sent que sa référence, quand elle interroge Marine Le Pen, c'est l'oiseau. L'oiseau a dit ceci, l'oiseau a dit cela. Bon, sauf qu'elle vérifie jamais ces informations. Ah, c'est dramatique, là. Ce qui est quand même dramatique. Enfin, ça donne une image du journalisme catastrophique. Alors, s'agissant de Caroline Roux, alors je sais bien qu'on n'est pas responsable de son conjoint, mais il se trouve que Caroline Roux est mariée avec Laurent Solly, le patron de Facebook France, Facebook Europe même, je crois, et qui est un homme qui se pique de chasser les fake news du réseau social. Bah, il devrait commencer à expliquer à sa conjointe de chasser aussi les fake news de son émission. Mais alors là, le travail deviendrait sans doute beaucoup trop lourd. Alors, voilà. Et puis, en dernier point... on a votre candidat à l'Eurovision, Nicolas. C'est notre candidat. C'est notre candidat. C'est nous qui l'avions, qui dès les premières phases de qualification, on a dit, il va gagner l'Eurovision. Ah là, c'est bon. Il est en bonne voie là. C'est bon. Alors tout de même, bon, il y a quand même quelque chose j'allais dire, de malsain dans tout ça, parce que il y a eu de très grands artistes. Homosexuels. Je pense à Freddie Mercury, par exemple, qui a fait l'objet d'un film d'ailleurs assez récemment. Bon, très grand artiste, très grande bête de scène. Là, on a quand même plutôt affaire à une bête de foire, quoi. C'est pas tout à fait pareil. En tout cas, on avait été visionnaires et... c'était facile. Et en plus, il est dans le top 3 des parieurs de l'Eurovision. Oui, les parieurs de l'Eurovision, ils regardent immédiat et ils se disent, bah oui, il a toutes les qualités pour gagner. Bien sûr. Tout simplement. Voilà. Passons au deuxième sujet. Européenne, la partialité médiatique ne fait pas débat. Des hauts débats, mais surtout des débats. Voilà ce que nous a réservé la semaine médiatique à quelques jours des élections européennes avec plusieurs débats. Regardons d'abord ce qui s'est passé du côté du débat entre François-Xavier Bellamy et Nathalie Loiseau. 20 minutes nous apprend, les Républicains accusent Nathalie Loiseau de refuser de débattre à la télévision avec François-Xavier Bellamy. Et effectivement, le seul débat qui a eu lieu entre ces deux personnes a eu lieu ce lundi, organisé par l'Institut Montaigne au Cercle Interallié. Et à noter que c'est Dominique Seux, directeur délégué des Échos, qui animait le débat. Les journalistes du Monde qui étaient présents notent que caméras et micros ont été proscrits à l'entrée. C'est pour avoir un vrai débat de fond, justifie un membre de l'équipe de Madame Loiseau. Mais les journalistes osent pour ne pas donner surtout une audience trop large à ce débat. Les résultats du débat, selon Le Monde, malgré le tempérament calme des deux protagonistes, l'échange s'avère tendu. Et il note qu'un homme qui assiste au débat considère François-Xavier Bellamy comme très sérieux. Donc, pour l'Express, le résultat est plus nuancé d'une certaine manière, puisque pour eux, une première manche était à l'avantage du candidat Les Républicains, qui s'enferre sur le cas Orban dans la seconde manche. Alors, quelle manière s'est-il enferré ? Eh bien, tout simplement
en défendant de manière trop zélée aux yeux des journalistes de l'Express, eh bien, le chef d'État, le Premier ministre, et ce qui, selon eux, est donc problématique. Donc, on voit qu'il en faut peu pour perdre une manche dans un débat. Il suffit de défendre de manière un peu trop zélée Orban. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand même la diabolisation d'Orban. On en a déjà parlé. Orban est le président d'un parti qui est au gouvernement, qui réalise plus de 50% des suffrages quand il y a des élections dans son pays, en tout cas aux dernières élections, qui, jusqu'ici, siégeait au Parti populaire européen, donc au milieu du centre droit, on peut dire. Droit. Enfin bon, donc quelqu'un qui est Premier ministre, qui est quand même très bien élu, et même beaucoup mieux élu que tous ses petits camarades, tous ses petits voisins, qui est dans un parti centriste au Parlement européen, eh bien, il arrive à être quand même diabolisé. Et pourquoi il est diabolisé ? Tout simplement parce qu'il veut protéger la Hongrie de l'immigration et parce qu'il est attaché à l'identité européenne et chrétienne de son pays et des autres pays européens. C'est quand même extraordinaire. On voit là le processus de diabolisation. Il n'est pas lié, contrairement à ce qu'on croit ou à ce qu'on raconte, à quelques dérapages que ce soit. Il est lié simplement au fait que certaines idées, certaines expressions politiques sont interdites ou ont tendance à vouloir être interdites par les médias. Alors, autre débat qui a marqué la semaine, c'est celui entre Éric Zemmour et Daniel Cohn-Bendit sur LCI. Alors, on va regarder tout de suite les meilleurs extraits ensemble, Jean-Yves. Premier extrait. Les fameux migrants, qui ne sont pas des migrants pour moi, qui sont des envahisseurs. Parce que quand les gens forcent une frontière, ça s'appelle envahir un pays. Personne ne les a réclamés. Dans l'idée d'envahisseur, il y a quand même l'idée de faire la loi dans ce propre pays. Ben oui, mais c'est exactement ce qu'ils font. Coup de chapeau à Zemmour, qu'utilise le bon terme. Sur les pas intimidés par les menaces judiciaires, etc., il utilise le bon terme, envahisseurs. Les gens qui franchissent une frontière alors qu'ils ne sont pas souhaités, ce sont des envahisseurs. Voilà, bravo. Ça, c'est pas de la novlangue. Je savais que ça allait vous parler réel. Deuxième extrait. Moi, ma crainte avec une Europe avec les frontières ouvertes, c'est que notre identité, notre civilisation européenne soit menacée, que nous soyons peut-être d'ici quelques années en minorité. Je crois que ce qui est très important dans ce qu'elle dit, c'est le risque d'être en minorité. Voilà. C'est une autre forme du grand remplacement et une autre forme d'expression du mot grand remplacement. Et surtout, je crois que c'est quelque chose que les gens ressentent. En particulier, moi je suis très frappé de voir que les gens de 20 à 30 ans commencent à penser qu'ils peuvent devenir minoritaires dans leur propre pays. Et ça, c'est évidemment extrêmement, extrêmement inquiétant. Surtout quand on voit ce qui se passe dans les pays où les Européens ou les chrétiens sont minoritaires par rapport aux Africains ou par rapport aux musulmans. Et à noter que cette femme, elle a été témoin de l'attentat islamique du Bataclan, puisqu'elle habitait dans les immeubles qui étaient au-dessus du Bataclan. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle a pris conscience du danger islamiste. Et d'ailleurs, elle incite dans une deuxième séquence sur cette idée de mise en minorité. On entend beaucoup d'hommes politiques, même de responsables d'associations humanitaires qui disent que ce processus migratoire n'est qu'un début. Qu'en fait, ça va s'accentuer, ça va s'accélérer. Et donc, quelle place auront, je dirais, les Français de souche européenne à l'avenir lorsque ces flux migratoires seront très importants? Là aussi, très bon point cette fois pour cette intervenante, on n'est pas dans la langue qui parle de Français de souche européenne, c'est-à-dire qui pose les choses telles qu'elles doivent être posées. Alors, à noter que ce débat donc, eut lieu sur LCI, l'invitation de David Pujadas, c'est ce qui est plutôt intéressant, puisqu'il y a quand même deux visions du monde qui sont opposées. Et pour le voir, on va finir sur une dernière vidéo qui vous montre un petit peu les deux visions qui s'opposent. Une jeune Hollandaise d'origine turque, elle fait un an d'Erasmus à Montpellier. À Montpellier, elle rencontre un jeune Français d'origine algérienne. Ils tombent amoureux, ils ont des enfants. Ces enfants, ils sont quoi? Ils sont européens. Et moi, je vous dis, 1 million de jeunes, ça fait 300 000 couples mixtes par an. Je vous dis, faites l'amour et vous faites l'Europe. Alors, je crois, Cohn-Bendit nous raconte une histoire formidable où un Turc qui rencontre une Africaine ou je ne sais plus quoi à Toulouse. Une Allemande, une Néerlandaise d'origine turque, enfin bon, bref. Ça fait tout ça, fait de nous Européens. Bon, ça, c'est assez ridicule. Bon. Mais
bravo quand même à Pujadas et à cette émission qui s'appelle La Grande Confrontation et qui, je crois, a posé le vrai sujet des élections européennes, non pas seulement en France, mais dans l'ensemble des pays européens. C'est ça la grande confrontation, c'est ça le vrai sujet, qui malheureusement n'a pas tellement lieu quand les candidats s'affrontent, ou n'a pas beaucoup lieu dans les différentes émissions de débat à la télévision ou à la radio, mais là, qui a vraiment eu lieu. La grande confrontation, c'est ça, c'est entre ceux qui vont défendre l'identité européenne et ceux qui sont dans une logique d'ouverture générale au monde. C'est un débat, voilà. Et ben bravo en tout cas à Pujadas d'avoir organisé ce débat autour de ce thème. Alors, autre débat sur la question, bien c'était celui qui a eu lieu hier soir entre Jordan Bardella et Nathalie Loiseau sur BFM. Alors, globalement, pour ceux qui ont vu le débat, bon, il est quand même assez clair que Jordan Bardella a souvent été un peu ou beaucoup meilleur que Nathalie Loiseau, bien meilleur, effectivement. Pourtant, bien, l'AFP ne semble pas partager cet avis. On va le voir avec ces articles qui reprennent la dépêche. L'Obs européenne, pendant 55 minutes, Nathalie Loiseau et Jordan Bardella ne se sont pas écoutés. Donc on voit qu'il n'y a pas de vainqueur. Hein. Pour l'Express, qui reprend là aussi la dépêche de l'AFP, c'est un dialogue de sourds entre Loiseau et Bardella. Pour le HuffPost également. Pour Le Point, Loiseau et Bardella sont dos à dos. Sauf que, bien, finalement, quand Le Point ne se contente pas de retranscrire la dépêche AFP, eh bien, il donne l'avis d'un journaliste, bien, c'est tout à fait différent, puisque Hugo Domenech publie un article titré « Européenne, le loup et l'oiseau ». La tête de liste du RN n'a fait qu'une bouchée de Nathalie Loiseau lors du débat. Hugo Domenech note l'aisance cathodique de Jordan Bardella, il est particulièrement à l'aise, il n'a fait qu'une bouchée de Nathalie Loiseau, il note la jeunesse, le dynamisme et la répartie de Jordan Bardella face au débit presque trop flegmatique de Loiseau qui s'est emmêlé les pinceaux. Donc Jean-Yves, on voit qu'il y a deux regards et que l'AFP a quand même un poids conséquent. L'AFP, j'ai expliqué qu'ils avaient fait le correctif sur l'affaire des otages à la demande de Le Drian et du ministère des Affaires étrangères. Là, ils sont dans le rôle de relais du pouvoir. L'AFP est le relais du pouvoir d'État qui le subventionne. Et ils sont évidemment macroniens, donc ils défendent Loiseau. Alors, ils peuvent pas dire que Loiseau a gagné, parce que c'est pas possible. Ils peuvent pas dire non plus que Bardella a tiré Loiseau comme un canard couché, parce que c'est pas possible non plus. Alors, ils disent dos à dos, quoi, voilà. C'est quand même impressionnant, effectivement. Passons au tweet. Alors j'aime beaucoup le tweet de Paul Fortune qui se demande si c'est le même pays qui se projette, qui s'est projeté dans les commandos Uber et dans Bilal Hassani à l'Eurovision. Bah non, c'est pas le même pays. Non, c'est pas le même pays. C'est la France d'avant, la France de toujours et la France des Français, et de l'autre côté, la France des médias, voilà, ou la France que les médias veulent promouvoir. Non, c'est pas le même pays, tout à fait, c'est sûr.
Alors, décidément, il y aura eu beaucoup de coups de chapeau à la presse mainstream aujourd'hui, hein, parce que France Culture qui fait un tweet pour dire quand même c'est pas normal que les festivals de cinéma deviennent des grandes messes du politiquement correct. Alors ils se sont fait taper sur les doigts pour avoir Très dit ça très violemment. N'empêche qu'ils l'ont dit. Ça, c'est quand même. Oui, ils ont nuancé en disant que c'était une invitation au débat. Oui, bon, voilà. Enfin, quand même, ils l'ont dit. Alors. Il y a la photo glaçante de Macron recevant Zuckerberg. Et le sujet de la rencontre entre Macron et Zuckerberg, c'est la régulation des réseaux sociaux. Alors la régulation des réseaux sociaux, là on est dans la novlangue, ça veut dire la censure. La censure, et donc M. Macron est venu faire entendre à M. Zuckerberg ses demandes de censure. Et apparemment, M. Zuckerberg préférerait une censure selon le modèle français que selon le modèle allemand. Voilà le sens du débat. On est des bons élèves, a priori, aux yeux de Mark Zuckerberg. Voilà, oui, c'est flatteur. C'est la puissance américaine, quand même, Facebook. Alors, moi, j'ai quand même une question à vous poser, Nicolas, parce que je note qu'un journaliste du Figaro, donc une référence bourgeoise, explique qu'il se sent plus proche d'un Malien que d'un Estonien. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous vous sentez plus proche d'un Malien ou plus proche d'un Estonien? Allez, faites votre outing. Disons qu'avec tout le respect que j'ai pour les Maliens et pour les francophones extra-européens... Et pour les journalistes du Figaro. C'est clair que génétiquement, déjà, on est bien plus proche, on est 100 fois plus proche d'un Estonien que d'un Malien, quand bien même il serait francophone. Et puis culturellement, alors oui, il y a la langue d'un Estonien qui n'est pas la nôtre, mais culturellement, que ce soit architecturalement, dans le folklore, etc. Et quand on se rend dans une capitale européenne, eh ben on se sent beaucoup plus chez soi que si on se rend dans une capitale d'Afrique subsaharienne, par exemple. Ça peut être en Asie également, il n'y a pas de... Voilà. Et c'est vrai que bon, ça prête un peu à sourire, sachant que c'est la ligne de l'UPR, pour information. Donc il y a une union entre le Figaro et l'UPR. C'est assez étonnant. Tallinn est une très belle ville, médiévale, Renaissance, Art Nouveau. Très bien, on se sent vraiment totalement chez soi à Tallinn, comme à Riga d'ailleurs, qui est aussi une très très belle ville, Riga en Lettonie. Ce sont des grandes villes européennes et on baigne dans la culture européenne dans ces villes, à mon avis, davantage qu'à Bamako. Enfin. Mais je ne connais pas Bamako, peut-être. Exactement, voilà. C'est un avis comme un autre. C'est un avis. Passons au troisième sujet, agression homophobe, LMPT ou jeunes immigrés. On connaît enfin le profil des agresseurs d'homosexuels en France, enfin presque. Une étude a été largement partagée sur le profil des agresseurs des LGBT, preuve que les médias sont concernés par cette question. Le Monde, BFM, Le Figaro, Les Inrocks, L'Amour, etc. L'écho médiatique a été très large et Jean-Yves, on voit que c'est un petit peu toujours le cas sur ce genre d'affaires. La semaine dernière, nous vous avions parlé dans Immédiat de la grande enquête des SOS Racisme sur les discriminations dans le logement de la part des locataires et des agences immobilières. Reprise par l'ensemble des médias. Cette semaine, c'est une association proche du lobby LGBT, une section LGBT de la Fondation Jean Jaurès, si j'ai bien compris, qui fait une étude sur les actes, les violences dont seraient sujets les homosexuels en tant que tels, et c'est repris là aussi par tous les médias. Ces associations ont quand même beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Ils ne représentent pas grand monde, mais ils font une étude, on en parle absolument partout. Alors, qui sont les agresseurs d'homosexuels en France? Eh bien, selon Le Monde, les agresseurs sont majoritairement des hommes de 18 à 30 ans qui agissent en groupe. Alors jusque-là, bon, pourquoi pas, mais le vrai sujet finalement, c'est celui de l'origine ethnique ou culturelle des agresseurs. Alors s'agit-il de militants radicalisés de la Manif pour tous, comme certains médias se sont plu un peu à nous l'asséner fut un temps, ou bien s'agit-il de jeunes provenant d'un univers ethno-culturel où l'homophobie est vue comme une tare? Eh bien, l'homosexualité, pas l'homophobie. Oui, l'homosexualité, pardon. Ouais. Eh bien, invités à décrire librement les caractéristiques de l'auteur des violences, eh bien, les victimes mentionnent en premier lieu le sexe, le comportement, puis certaines caractéristiques physiques comme la taille, la corpulence, etc. Et viennent ensuite la couleur de peau et l'origine ethnique supposée.
Et parmi ces personnes qui se prononcent spontanément, donc ces 12% de personnes qui se prononcent sur l'origine ethnique supposée, eh bien, les réponses sont les suivantes. 2% évoquent une personne de couleur noire, 4% de couleur blanche et 6% une personne arabe ou maghrébine. Et bien finalement, les auteurs de l'étude jubilent. Ces descriptions vont à rebours d'un discours complètement délirant qui a cours aujourd'hui, tendant à faire croire que les agressions seraient le fait de groupes ethniques spécifiques, constate Flora Bolter. Et quasiment tous les articles traitant du sujet mentionnent cette découverte, entre guillemets, de l'étude. Les Inrocks qui parlent de chiffres qui montrent que les auteurs de ces violences n'appartiennent pas à un groupe ethnique spécifique, ou Le Figaro, les chiffres ne permettent pas de cibler une origine spécifique. Et on a David Perrotin, journaliste à l'Oopsider, qui est entre autres financé par le CNC, donc par l'argent public. Ce sondage vient aussi contredire les discours racistes d'une partie de la droite et de l'extrême droite sur l'origine supposée des agresseurs homophobes. Jean-Yves, on voit qu'a priori, il n'y a pas de problème avec les extra-européens. Alors, il y a deux remarques. D'abord, les commentaires qu'il tire des chiffres sont totalement faux. Tout simplement parce que on est sur une base de 12% de gens qui parlent spontanément. D'abord, on peut penser que beaucoup n'ont pas osé parler. Évidemment. Donc, il y a le premier biais. Mais bon, beaucoup n'ont pas osé parler. On se souvient, par exemple, quand Tatiana Ventose, une jeune femme, avait été agressée sexuellement par des gens venus d'ailleurs et qu'elle l'avait dit, elle avait été très, très dénoncée, tout simplement pour avoir dit la vérité. Donc, on peut penser que beaucoup de gens ne citent pas parce qu'ils n'osent pas citer. Ou même par militantisme, voilà. Ou peut-être par peur, par crainte, par militantisme, par conformisme. Voilà. Bon, bien. Il y en a qui citent, voilà. Alors, sur les 12%, on constate qu'il y a 2% qui visent des Africains, 6% des Arabo-musulmans. Ça fait 8%. 8% par rapport à 12%, ça fait les 2/3. C'est-à-dire que les 2/3 des agressions citées comme venant de minorités ethniques, 2/3, alors que les Noirs et les Africains, dans la population française, les Noirs, les Africains, les Arabo-musulmans dans la population française, c'est 20%. Donc quand on dit que c'est les 2/3, c'est 3 à 4 fois plus proportionnellement. Les Blancs, on nous dit c'est 4% sur 12%, c'est-à-dire le tiers, mais ils représentent 80% de la population, peut-être un peu moins chez les jeunes. Bon. Et donc, on voit très bien qu'il y a une hyper surreprésentation des minorités ethniques. Et tous ces crétins de journalistes ont repris, y compris au Figaro, ont repris, donc par bêtise ou par volonté de propagande, ont repris la thèse des gens qui ont réalisé le sondage en disant, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Ben, bien sûr que si, qu'il y a un problème, puisque on voit d'un côté 4 fois moins d'occurrences chez les Européens et 4 fois plus chez les non-Européens. Donc il y a quelque chose. Encore une fois, en oubliant tous ceux qui ont préféré ne pas en parler. Donc voilà. Donc voilà comment. Mais les médias là sont dans leur fonction de propagande antiraciste, de propagande LGBT. Voilà. Là, les médias se conduisent comme des organes de propagande en reprenant les communiqués des organes de propagande qui sont subventionnés pour cela. Alors Jean-Yves, ça va être la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un coup de chapeau en cette fin d'émission? Alors, d'abord, je note que j'ai donné beaucoup de coups de chapeau à des gens du politiquement correct. Vous arrêter là. Voilà, je pourrais m'arrêter là. J'espère qu'on ne le reprochera pas, parce que je donne un petit coup de chapeau à Pujada, je donne un petit coup de chapeau à Geoffrin, je donne un coup de chapeau à Merchet. Enfin, vraiment, là, j'ai donné... Mais je vais quand même en donner un, comme je le fais régulièrement, là, à la revue Éléments, qui vient de sortir un nouveau numéro avec un dossier très intéressant sur les juges contre la démocratie, illustré par un dessin assez trash de Comte. Voilà, mais qui dit bien les choses. Et puis, il y a toujours beaucoup de choses intéressantes dans la revue Éléments. Et là, il y a un élément, si j'ose dire, en relation directe avec l'actualité, c'est le fait que ce conseiller régional France Insoumise, Cotarac, dit qu'il va voter Bardella. C'est d'ailleurs par Éléments que l'affaire est devenue publique dans Le Monde, BFM, etc. Donc ils ont réussi un assez joli coup journalistique. Mais indépendamment de ce coup journalistique, l'entretien avec Cotarac est intéressant et tout le numéro est intéressant. Voilà, à trouver dans les kiosques. Très bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.